Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du self-care chez les soignants. Nous invitons régulièrement des soignants dans cette émission, des médecins, des professeurs, des psychologues, des assistants sociaux. Ça fait presque 2 ans maintenant que vous nous entendez dans cette émission Santé pour tous à inviter toutes ces personnes qui prennent soin de nous, de vous, de moi, de toi au quotidien. Et finalement, on s'est rendu compte qu'après cette année et demie, beaucoup de soignants, il y avait une hausse des soignants qui souffraient de burn-out. Alors comment ça s'explique? Comment prendre soin des personnes malades si déjà les soignants ne vont pas bien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos spécialistes. Donc aujourd'hui, nous avons voulu comprendre comment des soignants, des infirmiers, des médecins, des psychologues équilibrent le soin de soi et le soin des autres. Donc nous avons invité Jessica Iskandar, qui est active en tant que psychologue clinicienne à l'Espace Santé Famille. Elle viendrait évoquer en profondeur sa recherche qu'elle a faite il y a quelques années sur l'équilibre entre soin de soi et soin des autres chez les soignants. Donc merci Jessica d'être avec nous. Merci à vous. Alors nous avons également invité Madame Sahar Lahabi, qui est sophrologue et qui va nous parler du bien-être, de la manière de prendre soin de soi-même quand on soigne aussi les autres. Elle est ergothérapeute de formation et depuis plusieurs années, elle exerce en tant que sophrologue, donc à la clinique Saint-Jean de Bruxelles. Madame Lahabi a suivi une formation à l'école belge de sophrologie fondamentale et de relaxation. Elle est également formée en acupressure. Elle va venir évoquer avec nous un peu plus en profondeur qu'est-ce que la sophrologie, la manière de l'utiliser pour soutenir les soignants. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Enfin, nous avons Dr Sveli qui est déjà venue la semaine passée et on est très heureux de la revoir avec nous. Elle est chef de service de radiothérapie à la clinique Saint-Jean. Son expertise lui vaut de coordonner le programme de soins oncologiques et d'être la présidente du conseil médical. Le docteur nous parlera de son expérience en tant que médecin coordinateur, mais aussi en tant que personne, de son vécu en tant que médecin, comment elle prend soin d'elle aussi. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, je vais commencer avec Madame Lahabi, puisque peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce qu'est la sophrologie. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que la sophrologie? Alors, la sophrologie, quand on reprend un petit peu l'étymologie de ce mot, c'est l'étude de la conscience. Donc, le but, c'est de venir en fait prendre conscience de nos ressentis, de venir prendre conscience de comment on se sent dans son corps. On est en effet dans une situation, on est dans une période où parfois on ne prend pas conscience justement des limites qu'on peut avoir. Et donc, la sophrologie, vraiment, le but premier, c'est de venir conscientiser tout ce qu'on vit dans notre corps. Et par rapport à ça, on va utiliser différents outils. Le premier outil qu'on va utiliser, ça va être la respiration. Ce qui est génial avec la respiration, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qu'on ne doit pas acheter, qu'on ne doit pas... on a toujours ça avec nous, en tout cas. Et elle a une double fonction. On ne réfléchit pas quand on respire. On ne se dit pas, tiens, il faut que j'inspire, il faut que j'expire, il faut que j'inspire, il faut que j'expire. Mais par contre, on peut à chaque instant venir prendre conscience de cette respiration. Et simplement venir se reconnecter à soi, même pendant quelques secondes, quelques minutes. Je viens de le faire juste avant de commencer, de passer en direct, parce que j'ai senti un petit peu mon cœur qui commençait à battre. Donc, ça peut être un outil qui peut être utilisé à n'importe quel moment. Ensuite, on va utiliser des techniques de visualisation. Donc, le but, c'est de venir, par exemple, lorsqu'on angoisse, on a tendance à se visualiser des choses plutôt désagréables. J'aurais pu visualiser cette situation en me disant « Oh, je stresse, et si je bafouille, et si ça ne se passe pas, et comment est-ce que je vais gérer tout ça ?» Alors, on vient plutôt, avec la visualisation, apprendre à se visualiser la situation d'une autre manière, mais en maîtrisant ce qu'on ressent. Pas en maîtrisant l'extérieur, parce que l'extérieur, on ne peut absolument pas le maîtriser, mais tiens, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière d'être dans une situation que je vis? Comment est-ce que je peux vivre ce moment où je passe à la radio? Comment est-ce que je peux vivre le moment à mon travail? Comment est-ce que je peux vivre la période que l'on vit, la crise que l'on vit aujourd'hui? Donc, ça, on utilise beaucoup justement cette technique de visualisation par rapport à ça. C'est un peu un travail sur les représentations aussi, finalement. Bien sûr, tout à fait. C'est comment on va se représenter, c'est tout à fait ça. Mais comment est-ce que surtout on va le vivre dans son corps? Parce qu'il y a toujours un ressenti quand il y a quelque chose. Souvent, les gens me disent, c'est dans ma tête. Je rumine, c'est dans ma tête. Mais il y a toujours une sensation corporelle. Et donc, c'est être aussi à l'écoute de son corps. Complètement. Donc, c'est reconnecter un petit peu ses représentations avec le vécu corporel. Exactement. Si, par exemple, je suis de nature
même si j'aime pas forcément ce mot, stressé, parce qu'on apprend aussi à ne pas être stressé, on apprend aussi à aller vers et tendre vers quelque chose de plus équilibré, de plus fluide. Mais si je me rends pas compte dans mon corps, comment est-ce que je fais pour être stressée? Quels sont les signes corporels chez moi? Par exemple, chez moi, clairement, j'ai mon cœur qui commence à battre, je transpire un petit peu des mains. Donc, je sais reconnaître ces signes corporels. Mais si, dans mon quotidien, je prête jamais attention à ces signes, eh bien, c'est difficile pour moi d'avoir une maîtrise par rapport à ça. Et donc, en sophrologie, on vient apprendre justement à venir sentir comment ça se passe quand je suis stressée, qu'est-ce que je peux mettre en place, mais qui soit toujours sous ma maîtrise. Pas demander à l'autre d'être gentil, parce que c'est pas toujours possible. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose où on fait vraiment beaucoup plus attention à soi-même finalement. Exactement, tout à fait. Et le but, c'est pas de devenir nombriliste. Oui. C'est de venir juste se reconnecter à soi pour encore mieux donner aux autres après. Ok. Alors, Madame Iskander, vous avez étudié le self-care. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est que le self-care? Parce que peut-être que nos éditeurs ne savent pas non plus ce que c'est que le self-care. Oui, alors le self-care, c'est une expression anglaise qui veut simplement dire prendre soin de soi. Donc tout simplement, voilà, comment prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Donc ça rejoint parfaitement la sophrologie, se connecter à soi, à ses besoins, à ses ressentis, à ses sensations corporelles. Voilà, prendre soin de soi et pas tout le temps prendre soin des autres. Et je pense que chez les soignants, c'est très important parce qu'on est de nature à être à être tourné finalement vers l'extérieur en fait, prendre soin de l'autre qui prend beaucoup de place et finalement, soit on s'oublie un petit peu. Donc prendre soin de soi, conscience de soi, tout ça, ça rejoint le self-care. Ça rejoint un peu ce que notre sophrologue disait finalement, oui. C'est de se recentrer sur soi-même. Oui. Sans être nombriliste, bien entendu, mais pouvoir s'écouter aussi. Oui, ses besoins, ses sensations. Oui. Alors, docteur Svilik, vous êtes responsable aussi de là où vous travaillez, donc à la clinique Saint-Jean. Comment prenez-vous soin de vos soignants et est-ce que c'est pensé au sein de l'hôpital, ces notions-là de self-care, de comme notre sophrologue disait, Madame Laby, se recentrer sur soi. Comment c'est pensé? Alors, donc, je suis en effet chef du service de radiothérapie oncologie et je dois dire que nous, le service de radiothérapie n'a pas été fort impacté par le Covid. Dans une clinique, tous les services n'ont pas été impactés de la même façon. Ce sont surtout les soins intensifs, les urgences, les unités d'hospitalisation où je ne travaille pas qui ont été impactés. Et pour tous ces services, on a, c'est vrai, une direction ici à Saint-Jean très sensible au bien-être du personnel en général, déjà hors Covid, mais encore plus pendant le Covid. Et donc, ils ont organisé toute une série d'ateliers bien-être, de méditation, de sommeil, prendre soin de soi, manger sain, des cours de yoga, de zumba, des team building et de la sophrologie dont Sahar pourra vous parler. Et elle a organisé des ateliers pour notre personnel soignant. Ah oui, voilà. Donc, il y a des choses qui sont mises en place Énorme. au niveau de l'hôpital pour prendre soin aussi des soignants. Tout à fait. D'accord. Mais je suppose que parfois, ça doit arriver que vous sentiez que quelqu'un qui travaille sous votre responsabilité vous dise « je me sens pas bien » ou « ça va pas ». Et à ce moment-là, ça peut vous arriver de réorienter, de dire « mais tiens, il y a des services qui peuvent t'aider, etc. » Tout à fait, tout à fait. Bon, on est une petite équipe en radiothérapie, oncologie, et je vous dis, on n'a pas été trop, heureusement, les services d'oncologie n'ont pas été trop impactés par le Covid, excepté les unités d'hospitalisation. Donc moi, je n'ai pas vécu ça, mais on sait que ça revient régulièrement chez nous dans notre service. On a déjà une vidéo dans notre salle d'attente, un écran qui diffuse une vidéo avec les ateliers de Sophron Voissard toutes les demi-heures, mais pas que pour le personnel, pour les patients aussi, parce que Sahar travaille surtout pour nos patients aussi avant tout, mais pendant le Covid, elle a aussi donné des ateliers pour le personnel, mais toute la clinique connaît Sahar en fait. Donc je ne dois même pas en parler. Il y a l'intranet aussi, c'est diffusé régulièrement, mais si ça devait venir, bien sûr, j'ai une personne dans mon service qui pouvait faire du télétravail, parce que les infirmiers ne font pas partie des personnes qui devraient faire du télétravail, mais j'ai une personne, un qualiticien, qui avait l'occasion de faire du télétravail. Je lui ai dit, mais fais du télétravail si tu veux. Et il m'a dit, non, moi, ça me fait du bien de venir, et voilà. Donc, mais j'ai encouragé, si ça n'allait pas, s'il était fatigué, oui, bien sûr, on est très sensible à ça, parce qu'on sait qu'il y a un sous-effectif du personnel soignant et qu'il faut les ménager, et ils sont très, très précieux pour nous. Donc,
On sait que dans certains hôpitaux, dans certains services, il y a un manque de personnel, donc il faut les ménager. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties en burn-out durant cette période, et on a beaucoup parlé des infirmières aussi, mais il y a eu aussi des médecins qui ont craqué pendant cette période. Alors du coup, Madame Lahaby, pourquoi le self-care est quelque chose, selon vous, de très important pour les soignants ? Je pense que lorsqu'on est dans un métier où on donne justement beaucoup aux autres, moi dans mon cas, je sais que c'est une passion, je suis passionnée par mon travail, et lorsqu'on aime ce métier où on donne énormément aux autres, on ne peut pas donner sans prendre du temps pour soi, parce que très très vite l'épuisement arrive. Au plus on va donner, c'est un petit peu comme on prend l'image d'un verre, hein. On le vide, on le vide, on le vide, on le vide. À un moment, si on ne prend pas du temps pour le remplir, c'est très très vite épuisé. Donc, j'entends souvent parfois des collègues qui disent voilà, on n'a pas le temps, il y a beaucoup trop d'urgences. Et je les comprends. Je peux tout à fait comprendre qu'il y a des urgences, qu'il y a autre chose. Mais je leur dis dans ces moments-là, mais prenez le temps. Si vous sentez que pour vous, pour l'instant, c'est une urgence parce que dans votre travail, c'est ça qui est important, eh bien, sentez quand vous arrivez au bout de, voilà, j'arrive au bout du tunnel, j'arrive plus à pouvoir gérer mon stress, etc. Et c'est souvent dans ces moments-là que les gens viennent. Parce que, voilà, ils ont plus de solutions, il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce que je fais ? J'arrive plus à gérer, je rentre à la maison, je suis épuisée. Parce qu'en plus, avec la crise, parfois, on pouvait rentrer à la maison et passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Si on rentre et qu'on a des enfants et qu'on se dit, les enfants sont en quarantaine, il faut que je gère. Donc, comment est-ce que je vais gérer toute cette situation ? C'est encore une autre organisation. Donc, je n'imagine même pas le stress qu'on peut avoir encore plus pendant cette période. Parce que quand on rentrait à la maison, on pouvait encore souffler. Mais là, si on se dit, je dois encore revenir demain et je dois encore gérer tout ce qu'il y a à la maison, comment est-ce que je vais faire, etc. L'épuisement va beaucoup plus vite arriver. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le souci, c'est que parfois les personnes, et les soignants, j'ai l'impression particulièrement, ce sont des personnes qui ont cette capacité de recevoir et de porter beaucoup. Et que quand ils vont demander de l'aide, c'est quand ils sont vraiment au bout du tunnel, et que parfois c'est peut-être un peu tard aussi. Enfin, bon, c'est jamais trop tard, on peut essayer de mettre des choses en place, hein, mais qu'on pourrait leur dire, en tout cas si certains soignants nous écoutent, de pouvoir écouter son corps et de se dire si à un moment donné ça craque, ça va pas, il faut pouvoir s'arrêter et réfléchir aussi pourquoi ça craque. Moi, par exemple, je sais que si je vois que je cumule les angines ou les otites, je me dis, mon corps, il est en train de me dire, Virginie, t'as plus envie de parler ou t'as plus envie d'entendre. Donc, il y a quelque chose où t'es fatiguée. Et donc, il faut que t'écoutes ton corps, peut-être prendre une petite semaine de congé ou réduire tes horaires ou aménager ton temps différemment. Mais il me dit quelque chose. Et ce que je trouve dommage, c'est que parfois, ils attendent très longtemps avant de venir parce qu'ils ont cette capacité de résilience, de porter, etc. Mais il faut leur rappeler aussi que même s'ils sont l'outil des autres, ils doivent aussi, c'est pas une voiture qui roule sans essence, par exemple. C'est pas possible. Il faut faire le plein de temps en temps, vous voyez. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous faites une émission préventive. Oui. Et ça, c'est certain. Il y a pas de secret. Ce qu'il y a de mieux, c'est la prévention. Parce qu'on prévient avant de devoir faire autre chose. On met en place déjà des stratégies. Mais c'est vrai que les soignants ont une force incroyable. Je suis toujours épatée. Moi, souvent dans mes séances, je les félicite. Bah oui. Mais vraiment, je leur dis, je suis épatée par tout ce que vous faites et encore par tout ce que vous faites à la maison. Et je peux comprendre que souvent, tant qu'on a de la force, on continue. Et souvent, la question parfois que j'ai envie de poser aux gens, c'est tiens, quelle est la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous ? Vous voyez, c'est déjà juste se poser ces petites questions, se dire tiens, quelle était la dernière fois où vous avez pris juste peut-être 10 minutes pour vous ? Vous avez juste pris du temps, vous vous êtes installé, boire un café, vous poser, respirer. Et peut-être juste ce genre de petites questions à se poser. Tiens, est-ce qu'on est vendredi soir ou on est dimanche soir ? Est-ce que, tiens, pendant la semaine qui est passée, est-ce que j'ai pris un peu de temps pour moi ? Moi, je leur demande si, par exemple, quelle est la dernière fois où ils ont pris du plaisir. Absolument. Et on remarque que parfois, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus pris de plaisir. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est primordial. Oui, alors, c'est nécessaire. On ne peut pas
faire un métier où on prend soin des autres sans prendre soin de soi. Donc, absolument. Et surtout pendant une période de crise où, en tant que soignant, on peut voir tous les jours des histoires difficiles, des choses difficiles, que ce soit en oncologie ou dans d'autres services, où on est amené à voir la souffrance des patients. C'est tellement important de pouvoir retrouver du plaisir à la maison. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut être connecté à sa propre joie tout en accueillant la souffrance des autres. Oui. Ça aussi, c'est parfois difficile de se dire est-ce que j'ai le droit d'être heureux ou d'être joyeux en sachant que j'accompagne des personnes qui, elles, souffrent et traversent des moments de vie qui ne sont pas toujours évidents. Et justement, c'est très important. Je donne souvent l'exemple de Sœur Emmanuelle, qui a travaillé avec des personnes qui étaient désespérées, qui étaient dans le désespoir. Eh bien, Sœur Emmanuelle était quelqu'un de très, très joyeuse. C'est vrai. Et donc, je suis certaine, et je pense que c'est ça une des qualités qui nous permet aussi d'avancer, c'est nous, de notre côté, cultiver notre joie chez nous, intérieure, pour pouvoir après être dans l'accompagnement de la souffrance par rapport à l'autre. Oui. Alors, on va devoir tout doucement aller vers la pause. Et c'est hyper intéressant tout ce que vous dites là. Restez avec nous parce qu'on va un petit peu, avec nos spécialistes, discuter de comment finalement on peut mettre des choses en place pour prendre soin de soi, avec des petits conseils, des petits tuyaux, des petites redéfinitions de concepts. Donc, on est dans Santé pour tous aujourd'hui. On parle du self-care des soignants. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour dans Santé pour tous. Alors aujourd'hui, on parle du self-care des soignants. En off, on discutait déjà de plein de choses dont on avait envie de vous parler aujourd'hui. Alors moi, j'avais envie de revenir un petit peu vers Madame Iskandar, qui est psychologue clinicienne. Et on voulait savoir un petit peu, mais finalement, quels sont les risques lorsqu'on exerce un métier de soins? Quels sont les risques pour le care, pour le self, par rapport aux soins? Alors justement, les personnes qui sont dans les métiers du care, donc tous les soignants, donc typiquement les infirmiers, les médecins, les psychologues, pour ne pas citer tous les autres soignants, ce sont des personnes qui ont tendance à être dirigées vers l'extérieur. Leur attention, elle est dirigée vers l'autre. Donc le risque, c'est déjà de s'oublier. D'où l'importance de la sophrologie, de pouvoir se reconnecter à soi de façon régulière. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui ont des stresseurs très importants, inhérents en fait finalement à leur métier, puisque ce sont des personnes, comme on l'a dit peut-être en off ou aussi dans l'émission, qui sont en contact perpétuel avec la souffrance des autres, que ce soit les médecins qui se confrontent à des personnes malades, les infirmiers pareil, les psychologues qui entendent des récits de vie très difficiles. Donc le simple fait d'être connecté à la souffrance, d'être confronté à la souffrance des autres durant son métier, durant sa profession, rien que ça représente un stress beaucoup plus important. Et il y a d'ailleurs des études qui ont montré que les personnes qui pratiquent des professions où la relation humaine est centrale, ils sont plus sujets au stress que, par exemple, des métiers de la production, par exemple. Ouais. Donc voilà, typiquement déjà le stress, le risque de s'oublier, l'épuisement professionnel ou burn-out, ça c'est vrai qu'on en entend beaucoup dans ces métiers-là. Plus ou moins en ce moment, oui, probablement. Avec le Covid, c'est vrai que les soignants ont été pas mal mobilisés. Donc voilà, l'épuisement professionnel, je ne sais pas si je dois le définir ou pas, mais voilà, c'est une personne qui arrive à bout en fait de ses ressources, qui est épuisée physiquement, psychiquement, qui peut aussi avoir des comportements du coup à terme, par exemple peut-être de dépersonnalisation. Ça veut dire que là, l'humain ne passe plus finalement avant, par exemple, on appelle les patients en fonction de son numéro de dossier, son numéro de chambre ou de son diagnostic. Ça, c'est des signes, par exemple, qui peuvent alerter le soignant et se dire « Ok, là, je pense que je commence déjà à être épuisé, à arriver au bout. » Donc, on a le burn-out, l'épuisement professionnel, le stress, la fatigue de compassion. Ça, c'est un risque des métiers du soin qui est vraiment très présent. Clairement, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est fatigué de compatir avec les patients. On n'en peut plus parce que justement, nous-mêmes, on n'a pas pris soin de nous. Donc, comment prendre soin des autres si nous-mêmes, on ne prend pas du temps pour nous? On ne peut pas prendre soin de quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas en forme, entre guillemets, pour faire court. Du coup, il y a ça aussi comme risque.
C'est les principaux. Pour moi, Mais c'est les principaux. moi, j'avais quand même vu pas mal de statistiques aussi. C'est vrai, finalement, on voit que le plus haut taux de suicide, ou de tentatives de suicide, on le retrouve chez les médecins urgentistes et les policiers. Donc, j'ai lu une étude sur ça. C'est quand même J'ai vu les dentistes, moi. non, dentistes. Je sais pas. Non, j'avais pas les dentistes. J'avais vraiment les policiers, les médecins urgentistes. Et justement parce que c'est des métiers de contact, de proximité, mais où il faut agir dans l'urgence, où on voit des choses qui sont parfois difficiles. Et du coup, j'en viens un petit peu à revenir avec Dr Zwilich parce que c'est vrai qu'en off, on disait, au-delà du Covid, vous, en tant que radiothérapeute, travaillez dans un service d'oncologie, vous êtes amené à voir des gens qui souffrent de cancer, qui souffrent de pathologies lourdes, qui sont parfois en fin de vie ou qui voient la mort arriver. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et on avait envie de vous poser la question, mais vous, en tant que médecin, comment vous retrouvez cet équilibre vis-à-vis de vous-même et comment vous pouvez gérer toutes ces parfois mauvaises nouvelles ou bonnes nouvelles si vous arrivez à les traiter. Mais en tout cas, comment on fait pour gérer ça ? Tout à fait. Mais déjà, c'était très j'ai appris beaucoup de choses déjà en vous entendant parce qu'il y a certainement beaucoup d'inconscients. En fait, on se rend la compassion, la fatigue par compassion. Vous voyez, j'ignorais. Donc, en fait, on doit se renseigner. Je trouve c'est intéressant de vous entendre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. En fait, on ne se rend pas compte. Mais alors, peut-être il y a ceux qui voient aussi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein souvent aussi, et je vois beaucoup de choses aussi positives que le patient vous apporte. Vous n'imaginez pas à quel point, si on prend le temps d'écouter le patient. De garder ce principe de dignité, vraiment le traiter dignement, l'écouter, répondre à toutes ces questions, prendre le temps, le retour que vous avez est énorme. Vraiment, ce qu'il n'y a peut-être pas aux urgences. Moi, je ne travaille pas dans un service d'urgence. J'aurais bien aimé vous parler comme urgentiste parce que là, je suis sûre qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Moi, je suis de nouveau radiothérapie. C'est un secteur un peu où on peut prendre le temps. Et donc, j'ai cette chance que je peux prendre le temps avec les patients. Et quand vous prenez le temps, que vous les écoutez, mais tout ce qui vous rend en retour, les patients sont vraiment d'une reconnaissance. C'est incroyable. Et moi, je ressors boostée de ma consulte parce qu'ils sont tellement contents d'avoir les explications et que vous preniez le temps et que vous les traitez dignement. Le retour, il est vraiment très positif. Ça doit être différent aux urgences, je pense, parce qu'aux urgences, on n'a pas le temps. Et puis, les médecins qui travaillent aux soins palliatifs et aux soins intensifs, c'est différent. Je n'ai pas cette expérience et ça doit être difficile. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut faire ce que vous dites, penser à soi, prendre du temps pour soi, s'interroger. Est-ce que j'ai un peu pensé à moi? Est-ce que j'ai fait une pause? Est-ce que là, il faut se ménager? Parce que là, j'ai entendu certains médecins, qui ont eu des difficultés, du burn-out et il faut après, faire une pause. Je remarque aussi que après, c'est la manière de se positionner. Vous restez très positif finalement. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide et ça, c'est génial. Et c'est vrai que moi, je me dis... Moi, plutôt en tant que psy, je suis animatrice ici aujourd'hui, mais je suis psy aussi. Et c'est vrai que parfois, certains patients, ils vous donnent des leçons de vie. Incroyable. Des leçons de vie parce qu'ils sont résilients. Exact. Et ils traversent des épreuves, mais terribles. Exact. Et ils sont encore debout, là, devant vous, et ils essayent de vraiment se battre pour s'en sortir. Voilà. Et même si vous êtes là pour les accompagner, mais en dehors de ça, ils vous font ressortir et ressentir aussi la valeur de la vie. Et c'est ça. Et donc, le patient, il vous demande une chose, il vous dit « traitez-moi dignement ». Oui, c'est ça. Tout. Répondez à mes questions, prenez le temps. Et alors, par contre, si j'avais été médecin dans certains pays où on voit qu'ils n'ont pas les outils pour soigner, où les patients étaient dans les couloirs, sur des matelas, ça, on doit être frustré en tant que soignant. Et là, vraiment, ça doit être pénible. Ou quand on est aux urgences et qu'on ne sait pas répondre à tout le monde. Là, ça doit être très difficile. Mais quand on a les outils, nous, pour leur donner les meilleurs soins, comme ce qui est le cas en Belgique, et qu'on prend le temps de les traiter dignement, alors ils vous rendent une énergie positive. Mais c'est pas toujours possible. Je crois que le sentiment d'impuissance est quelque chose de très compliqué à gérer chez le soignant. Ça, c'est clair. Et ça, c'est une réalité. Que ce soit en tant que psy, en tant que médecin, lorsque l'usager nous fait sentir en fait une certaine impuissance, il faut pouvoir faire avec cette impuissance. Pendant le Covid, on savait pas, les médecins savaient pas comment réagir au tout début.
on savait pas quoi faire. On savait pas bonbonne, pas bonbonne. Rentrez chez vous, prenez un dafalgan. Je viens pas vous voir à la consultation, j'ai peur que vous me contaminiez. Enfin, c'était quelque chose de très effrayant. C'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup mieux maintenant. Ça, c'est vrai. On aborde les choses différemment, mais c'est vrai que l'incertitude et le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Tout à fait. Je pense. Donc voilà. Alors comme vous dites, moi j'ai cette possibilité de prendre le temps. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Exact, tout à fait. C'est ce qui peut mener à des burn-out aussi. Oui, exact. Et un manque de réalisation aussi, de sentiment de réalisation chez les soignants, parce que, faut le dire de façon générale, on se lance dans ces métiers-là pour être au service des autres, pour les aider, et quand on n'a pas le temps, que ce soit les pratiques managériales qui nous laissent pas le temps finalement, qui mettent l'accent sur la pression, le résultat, la performance, et que le médecin par exemple peut pas prendre le temps de passer en chambre, pas comme l'infirmière, ça frustre le patient, mais le médecin aussi, le soignant est frustré aussi. Et là c'est compliqué parce que il a plus de sens dans ce qu'il met dans son travail, et ça c'est compliqué parce que ça lui enlève une joie de son métier, justement prendre le temps. C'est ça qui est, c'est un danger. Et du coup, Madame Lahaby, vous, comment vous accompagnez les soignants à retrouver cet état de bien-être au travers de la sophrologie? Comment ça se passe un peu, les consultations, ce que vous avez proposé aux soignants, par exemple? Donc, pour les soignants, en fait, c'est d'ailleurs pour tous mes collègues à Saint-Jean, j'organise des cycles de 8 semaines sur la gestion du stress et des émotions, mais en utilisant tous les outils de sophrologie. Et donc, pourquoi est-ce que je fais sur 8 semaines? C'est pour qu'il y ait une sorte de régularité qui se mette en place. Parce que prendre du temps pour soi, si on vient une fois et qu'on prend le temps de respirer, ça nous fait du bien, eh bien, il n'y a pas une habitude qui s'installe. Et donc, le but, c'est que ça dure 8 semaines. Et c'est un moment en fait où il y a des soignants, mais il y a des gens de l'IT, enfin il y a des collègues de la RH, il y a un petit peu tout le monde, en tout cas ceux qui le désirent, qui peuvent venir. Et donc c'est toujours le même groupe pendant ces 8 semaines. Et ce qui est génial, c'est justement le côté porteur de ce groupe. Il y a quelque chose d'assez incroyable toujours qui se crée dans chaque groupe. C'est déjà de sentir qu'on n'est pas seul à vivre des choses difficiles. Par exemple, il y a une personne d'un certain service avec quelqu'un d'un autre service qui ne se connaissent absolument pas. Et donc, le fait de pouvoir déjà relier différents services ensemble en se disant, tiens, tu vis des choses difficiles, mais tiens, tu arrives à les gérer de cette manière-là. Tiens, ça fait écho chez moi. Je me dis que je pourrais mettre ça aussi en place. Et donc, vraiment, ce côté porteur par rapport au groupe permet en fait aux soignants de pouvoir avancer et en tout cas de pouvoir aussi installer d'autres habitudes. Donc il faut savoir que ce soit mes patients externes ou les soignants, ils peuvent enregistrer les techniques. Donc moi mon but c'est qu'ils puissent récupérer, garder ces enregistrements et de pouvoir les écouter quand ils le souhaitent. Ah oui, c'est chouette ça. Oui, ça, je le fais toujours. Parce que mon but, c'est qu'ils puissent avoir des outils pour qu'ils puissent les utiliser par la suite. Pas qu'ils restent dépendants de moi. Ils puissent pouvoir gérer leur propre corps par eux-mêmes, finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, Madame Iskander, comment on peut trouver un équilibre entre le soin de soi et le soin des autres? Vous avez parlé du self-care, mais maintenant, comment on fait concrètement pour trouver cet équilibre? Alors déjà, l'équilibre de tout le monde ne va pas se situer au même niveau. On l'a dit, c'est vrai, les soignants, ils ont cette capacité de porter sur eux. Donc on a tous des tolérances, un seuil de tolérance différent. Donc à nous finalement de se connaître, de prendre du temps pour savoir finalement quand est-ce que là ça devient trop avant d'arriver au bout du tunnel si possible. Voilà, c'est mieux, c'est vraiment un service finalement qu'on se rend et qu'on rend aux autres. Comme on l'a dit, prendre soin de soi, on prendra mieux soin des autres aussi après. Donc c'est vraiment un service global qu'on s'offre à soi-même et aux autres. Et donc, essayer de repérer les signaux. Voilà, par exemple, comme vous avez dit, vous, Madame Leblic, quand vous commencez à avoir une otite, ou c'est quelque chose. Il y a des signaux qui nous sont envoyés et que notre corps, en fait, nous parle, tout simplement. Et donc, être à même de l'écouter. Donc, pouvoir prendre des moments pour se recentrer sur soi, voir s'il y a des moments où on tombe pas plus fréquemment malade. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Il y a une raison. Donc, s'écouter, prendre des pauses régulières. Après, on peut pas tous, par exemple, aménager son temps de travail. C'est vrai que moi, parfois, quand je sens que j'arrive trop, je peux aménager mon horaire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais par exemple, alors, pour ceux qui peuvent pas aménager leur horaire, se faire aider plus à la maison,
je veux dire, voilà, il faut trouver, c'est une balance, soin de soi, soin des autres. Donc, il faut trouver des moyens d'équilibrer, qu'il n'y a pas un trop gros déséquilibre. Après, on n'est pas obligé d'être à 50-50 parce qu'il y a des personnes qui vont tolérer d'être à 60% de soin des autres et 40% pour soi. Mais donc, à soi-même de se connaître et finalement de trouver les ingrédients pour contrebalancer les deux. C'est vrai que moi je trouve que souvent quand je fais cette réflexion, aller aux soignants, parce que j'ai pas mal de soignants moi en consultation par contre, et des soignants en burn-out aussi, et quand je leur fais cette réflexion que votre corps est en train de vous dire quelque chose, parfois ils me disent mais non c'est pas ça, j'ai une hernie discale, j'ai un nerf qui est coincé. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Mais c'est organique, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de toujours objectiver en fait quelque chose d'objectivable par la santé, par le médical, et sans comprendre ou sans accepter parfois. Et moi je le dis souvent que le psychisme, le cerveau, c'est aussi un orgasme, un organe. Ça vient de là. Un beau lapsus. On parlait de plaisir. On parlait de plaisir, ça tombait bien. Donc, faites-vous plaisir, c'est très important. Les orgasmes, du self-care aussi. Prenez soin de vous. Jessica, donc, prenez soin de vous. C'est vrai. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas souvent, on se remet pas connecté. En fait, on se dit pas que le psychisme, c'est aussi, ça fait partie du corps et que la tête est connectée au corps et qu'en fait, si notre corps va pas bien, mais notre tête peut aussi tomber malade, mais notre tête peut tomber malade si notre corps, si notre corps va pas bien, ça va dans les deux sens. Donc, si on n'est pas bien psychiquement, notre corps peut tomber malade et ça, il faut l'entendre. C'est hyper important. Et donc, oui, il y a cette question-là où il faut l'entendre et il faut pouvoir écouter, repérer cette petite chose. Comme tu disais, de repérer en fait où on en est nous par rapport à notre travail, etc. Moi, j'essaie de beaucoup écouter ça. Quand je sens que c'est trop, je m'arrête tout simplement. Ou même, moi, je vais aller plus loin. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Mais moi, personnellement, si je vais pas bien, je vais pas travailler parce que en tant que psy, je trouve que c'est pas correct de faire des consultations psychologiques si on a des problèmes personnels ou si on n'est pas bien. On prête son psychisme à l'autre. On peut pas se permettre d'aller travailler, d'aller consulter si on est ailleurs. Si on est ailleurs ou si on n'est pas bien. C'est pour le patient, il va puis même lui, il va interpréter ça pour lui ou il va croire que c'est lui qui a un souci. Donc non, ça c'est, il y a vraiment des choses où il faut qu'on entende aussi en tant que soignant, que le corps nous parle aussi. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, moi, j'avais envie de revenir un peu vers vous, Dr Zvili. Qu'est-ce qui est mis en place par l'hôpital, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais pour aider les soignants à préserver leur bien-être? Eh bien, donc, oui, voilà, ce que j'avais énuméré. Zumba, etc. Oui, des team building. On a eu, entre les deux vagues Covid, quand on était dans le creux de la vague, on a eu un team building offert. Ça se passe comment, un team building? Expliquez-nous un petit peu, on veut savoir. En fait, la direction a offert à tous les services un budget. Ils ont dit, faites ce que vous voulez. Avec chaque service a pu soit aller au resto, soit aller une promenade en ville. Et nous, on a fait dans une pièce où vous êtes enfermés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Escape game, tous ensemble, et c'était très gai, vraiment, ça soude. C'est vrai qu'un team building, c'est très sympa et ça permet vraiment de sortir du lieu du travail, de plus penser au travail et de se voir autrement que toujours dans la hiérarchie et les fonctions. Et ça, je conseille vraiment dans les entreprises. On y va tous avec les pieds de plomb, mais en fait, on ressort tous on est, très positifs et tous les retours qu'on a eu des autres services qui ont fait du team building, c'est vrai, faire une pause et se dire stop, maintenant on arrête ce qu'on fait et on fait autre chose ensemble. On se voit dans un autre cadre. Dans un autre cadre. Et ça, c'est très positif. Voilà. Alors, on va devoir encore faire une toute petite pause. Donc, chers auditeurs, on parle du self-care aujourd'hui. Je vous demande juste de rester avec nous. On a encore quelques petits sujets à aborder. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour après un grand fou rire, donc c'était très chouette. Voilà, après un grand fou rire, on revient avec vous plus sérieusement, voyons. Mais le plaisir, c'est aussi ça finalement, c'est aussi rire, avoir des moments de plaisir intime. Moi, je prends du plaisir aussi avec un bon petit morceau de chocolat noisette. Voilà, chacun son petit truc finalement pour se détendre et pour s'écouter. Voilà.
Alors, est-ce que, Madame Iskandar, est-ce qu'on peut avoir des stratégies de self-care pour les soignants? Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on peut développer des stratégies de self-care? Oui, alors le self-care, c'est vrai que voilà, c'est self, c'est personnel. Donc ce qui va me faire plaisir à moi, ça sera peut-être pas le cas pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui vont prendre du plaisir en allant faire de la marche, des bons bains chauds, des choses comme ça. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est des stratégies qui doivent être personnelles. Après, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites et que bon, c'est impossible de faire une liste complète parce que c'est personnel justement, mais il y a certaines pratiques, certains exercices qui se sont révélés être efficaces pour améliorer le bien-être chez les soignants en particulier, comme par exemple déjà faire de l'exercice, la méditation, les massages, la respiration consciente, le yoga, l'aromathérapie, l'autoréflexion, tout ce qui est technique psychocorporelle, tout ça, ce sont des pratiques qui ont été étudiées scientifiquement parlant et qui ont prouvé que ça améliorait le bien-être chez les soignants. Et après, finalement, chacun doit trouver ce qui lui fait du bien et prendre du temps pour lui-même de la façon dont il le souhaite et qui lui fait plaisir. Et de votre côté, est-ce que les soignants vous renvoient aussi quelque chose de positif par rapport à ces séances de sophrologie? Est-ce que ça leur permet vraiment de se recentrer sur eux? Énormément. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que une des raisons, en tout cas, pour lesquelles je continue ce métier, c'est comme ce que disait Dr Zwilik, on a parfois un tel retour de la part, que ce soit de la part des patients, que ce soit de la part de mes collaborateurs, de mes collègues, que justement, c'est là qu'on se dit, ce que je fais en vaut la peine, ce que je fais a une utilité. Les personnes peuvent continuer à utiliser ces outils-là. Donc oui, d'ailleurs, c'est vraiment le bouche à oreille qui a beaucoup fait que de plus en plus de collègues viennent justement au cycle. Parce qu'au départ, on se dit sophro, souffro. Quelqu'un m'a dit on souffre. Donc voilà, on entend un petit peu ce mot. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est peut-être pas pour moi, etc. Et puis finalement, les personnes les plus cartésiennes sont venus et ont vu que finalement il n'y a rien il n'y a pas plus cartésien parfois que la sophrologie, parce que c'est de la respiration, c'est des techniques de visualisation, c'est des mouvements dynamiques, et plus cartésien que ça on peut pas trouver, en tout cas. Oui, on part pas dans des peut-être des images un peu étranges ou des projections. On peut utiliser des images agréables, positives, on peut inventer une image, mais il faut pas oublier que l'angoisse, c'est aussi s'inventer une image qui n'existe pas. Donc finalement, autant, au lieu de s'inventer des images angoissantes, on peut venir s'inventer des images agréables. Oui, donc ça, on peut faire. Ok. Alors, moi, je voulais savoir aussi, Dr Zwilik, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la crise coronavirus et comment, finalement, cette crise a impacté la prise en charge du bien-être des soignants. Est-ce que ça a impacté positivement, c'est-à-dire qu'on a mis plus de choses en place dans l'hôpital, ou est-ce que ça a impacté négativement parce que tout le monde a été déstabilisé? Comment ça s'est passé? Non, ça a vraiment été... il y a déjà à la base, comme je vous dis, à la clinique Saint-Jean, la direction est vraiment portée sur le bien-être du personnel, mais ils ont augmenté les ateliers, les activités c'était plus important pendant le Covid. Oui, et puis il y a une entraide entre médecins aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines unités qui devaient fermer pour ouvrir les unités Covid. Je parle en 2020, quand ça a vraiment commencé. Et puis alors, les médecins qui ne travaillaient plus dans leurs unités ont été aidés, les autres médecins et autres infirmiers. Il y a eu un déplacement pour s'entraider et pour aider les autres équipes qui étaient surchargées de travail. Donc il y a eu aussi une aide vraiment au travail tous les jours. Les médecins qui travaillaient moins ont été dans d'autres unités, les assistants ont été déplacés. Il y a eu toute une réorganisation dans l'hôpital. Et alors toutes ces activités, oui, pour le bien-être, qui ont été même offertes gratuitement aussi. Ah oui, c'est gratuit. Oui, tout à fait. Et consultation chez un psychologue. Et c'est tout.
c'est pas mal vu du tout. Autant peut-être avant dire je vais aller voir un psy, mais là maintenant c'est devenu tout à fait normal. Le mot burn-out n'est plus du tout tabou. C'est quelque chose. Ça a été un tel tsunami pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, en tout cas la grande majorité des soignants, que vraiment on n'a plus peur de dire voilà, comme vous dites, non, moi ça va pas bien, je vais voir un psychologue. On sait qu'ils sont là dans l'hôpital, que c'est gratuit, et puis alors voilà, c'était. C'est plus un tabou organisé. en tout cas. Non. Voilà. Tout à fait. D'aller voir un psy, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne peut pas aller voir un psy ou un sophrologue. Ça a retiré ce côté tabou. Ça, oui. Ouais. Alors, on me fait signe qu'il faut faire une toute petite pause parce qu'il doit faire l'appel à la prière. Donc, on va les laisser faire l'appel à la prière et on revient avec vous dans quelques minutes. Voilà, chers auditeurs, dernière ligne droite dans Santé pour tous. Aujourd'hui, on a parlé du self-care des soignants. Moi, j'ai envie qu'on discute un tout petit peu, peut-être des conseils qu'on aurait à apporter aux soignants avant de clôturer cette émission, parce que voilà, elle arrive à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos collègues, parce qu'on est tous des soignants, mais on soigne, on se soigne, on doit prendre soin de soi, on le sait, on l'a entendu pendant cette émission, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux soignants? Alors, je commence avec notre sophrologue. Je pense qu'il y a déjà pas mal de conseils qui ont été donnés. Moi, ce que je rajouterais peut-être, c'est je suis adepte de se poser des questions. Donc, peut-être se dire, tiens, est-ce que pour l'instant, je sens que je prends assez soin de moi? Tiens, comment est-ce que je fais pour me mener à bout? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour l'instant? Tiens, comment est-ce que je fais pour être au bout du tunnel? Comment est-ce que je fais pour être tout le temps fatiguée? Donc, c'est venir plutôt aller dans le questionnement par rapport à ça. Et comme vous le disiez très bien, c'est très personnalisé, c'est de venir voir par rapport à ces questions, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, peut-être, moi, c'est plutôt venir se poser la question. Quelle a été, comme je disais tout à l'heure, quelle a été la dernière fois où j'ai pris du temps pour moi? Quelle a été la dernière fois où j'ai pris du plaisir pour moi? Et donc, par rapport à ça, se dire, tiens, est-ce que j'estime que je prends assez ou je prends pas assez? Et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Moi, c'est le conseil que je donnerais. Posez-vous des questions. Un peu sur vous-même. Prenez du temps pour conscientiser ce que vous mettez en place ou pas, justement. Acceptez que vous décidez pour l'instant d'aller jusqu'au bout et de ne pas prendre du temps. Et sinon, vous pouvez aller voir Sahar Lahabi, qui est à la clinique Saint-Jean. Absolument. Voilà. Et c'est un service spécialisé, la sophrologie? C'est un service de sophrologie ou pas forcément? Alors, c'est un petit service, parce que c'est moi qui le gère de A à Z. Mais oui, bien sûr, vous pouvez, on peut directement me contacter. Je suis sur le site web de Saint-Jean et j'ai mon site aussi à moi, c'est saharlahabi.com. Okay, je n'ai pas cherché compliqué. Donc oui, bien sûr, toutes les personnes sont la bienvenue en tout cas par rapport à ça. Ok, super, merci Sarah. Alors, Dr Sveli, qu'est-ce que vous avez quelques conseils pour nos soignants? Mais donc oui, pour synthétiser, donc je dirais prendre du temps pour les patients. Déjà, si vous arrivez à prendre du temps pour les patients, le retour sera 100% positif. Et puis ce que je viens de conscientiser ici ce soir, je trouve ça très bien, c'est prendre du temps pour soi, parce qu'il y a des pièges dans lesquels le personnel peut tomber, en effet, comme la fatigue par compassion, toute une série de choses qu'on ignore si on fait pas une pause, si on prend pas du recul sur soi, et on peut tomber dans un piège, parce que c'est vrai qu'on court tout le temps et en fait il faut s'arrêter et s'organiser, anticiper, se dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter de tomber dans les pièges, prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Madame Iskandar, vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux conseils qu'on peut donner à nos auditeurs? Je rejoins ici tout ce qui a vraiment été dit, et en particulier se poser des questions, parce que c'est vrai que moi aussi en consultation, quand je demande par exemple, même pas quand la dernière fois, qu'est-ce qui vous fait plaisir, il y a des personnes qui sont même incapables de répondre. Et alors attention, on leur jette pas la pierre, mais si vous êtes incapable de même savoir ce qui vous fait plaisir, c'est quand même un signe que finalement vous prenez jamais du temps pour vous faire du bien, et ça c'est quand même finalement scandaleux, parce que si vous prenez pas soin de vous, qui va le faire? On n'est pas des robots en tant que soignants, on est porté vers l'autre, mais on n'est pas des robots. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est écoutez-vous, vous devez bien, parce qu'il y a personne d'autre qui le fera à votre place, quoi. Ouais. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vous remercie toutes les trois pour cette chouette émission. C'était vraiment très intéressant. J'espère que nos soignants prendront bien soin d'eux. Je vous rappelle que notre émission se déroule tous les jeudis de 18 à 19h sur Arabelle FM au 106.8. Et donc, je vous dis à tous à la semaine prochaine.
Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.